Bonne oubliée à tous, ici le Rôle Histoire, votre aventurier de la vallée du vent dévoué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le premier tome du manga Nausicaa de la vallée du vent. Voilà, il y a de ça plus d'un an, j'avais fait... Alors attendez, voilà juste... J'avais fait une vidéo donc sur les secrets de Nausicaa, la vallée du vent, et par secret, j'entends quelles sont les références culturelles, historiques et mythologiques qui sont cachées dans l'anime Nausicaa, la vallée du vent. Et en fait, vous avez été nombreux, très nombreux à me parler du manga. Voilà, vous m'avez dit, vous m'avez tous recommandé, vous avez été nombreux à me recommander le manga, que le manga allait au-delà de l'anime. Et effectivement, le manga va au-delà de l'anime. Si l'anime est un chef-d'œuvre, eh bien le manga est encore plus un chef-d'œuvre que l'anime. C'est vraiment plus profond, plus intéressant, plus travaillé, plus développé. C'est-à-dire qu'en fait, l'anime s'arrête aux 2 premiers tomes, pour simplifier, tandis que le manga, eh bien, en fait, il comprend 7 tomes. D'ailleurs, on les voit, les tomes, ils sont juste ici. Là, derrière moi, attendez, mais je vais remettre la webcam en plein écran. Ils sont juste là. Juste là, d'ailleurs. Juste ici, on a le voyage de Shuna qui est un petit peu la genèse de ce qui deviendra Princesse Mononoke et Nausicaa. Bref, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur le voyage de Shuna si ça vous intéresse. Donc là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de feuilleter donc le manga et d'essayer donc de découvrir qu'est-ce qui a pu inspirer les quelques pages que nous allons découvrir ensemble de ce manga. Voilà, donc j'avais pris des notes, il y a de ça un moment maintenant. Voilà, j'avais pris quelques notes de quelques pages que j'avais trouvées intéressantes. Donc je vais me baser un petit peu là-dessus, mais bon, ça remonte à plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'un an, ça aussi. Et je me souviens plus de tout, c'est pas grave, je compte aussi sur vous de toute façon pour réagir en commentaire et pour m'apporter vos connaissances. N'hésitez pas à faire vos recherches vous aussi. Donc on va passer en vue du dessus comme ceci. Voilà, et je vais commencer à par ouvrir le manga. Donc, alors déjà, très intéressant, et ce que j'avais trouvé pertinent, c'est que dès qu'on ouvre, donc dès la première page, disons, eh bien on a un petit texte qui est assez intéressant, c'est, je vais vous le lire, donc, né aux confins occidentaux du continent eurasien, la civilisation de l'industrie s'était répandue en quelques siècles dans le monde entier pour constituer une gigantesque société industrialisée. Cette civilisation du gigantisme industriel, arrachant les richesses du sol, maculant les cieux et allant jusqu'à recréer des êtres vivants à sa guise, parvint à son zénith 1000 ans plus tard, avant de sombrer dans un déclin fulgurant. Au cours de la guerre qui fut désignée comme les 7 jours de feu, les cités humaines, répandant des substances empoisonnées, furent anéanties, les savoirs techniques complexes et avancés furent perdus, et la surface terrestre dans son ensemble prit l'aspect d'un désert. Par la suite, la civilisation industrielle ne connut pas de reprise et l'humanité dut faire face à une longue ère crépusculaire. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que né aux confins du continent eurasien, on peut penser que là il parle donc de l'Europe. Parce que vous savez, des fois on fait la distinction entre continent européen et continent eurasien, mais on va regarder une carte ensemble. Alors attendez, c'est quelle? Excusez-moi, je suis en train de chercher... le... Ah voilà, c'est celui-ci. Hop, donc ça, je vais le mettre en grand. Si on regarde une carte du monde, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas forcément de raison tout à fait valable, si ce n'est culturelle, de distinguer l'Europe du reste de l'Asie. En fait, l'Europe, c'est un petit peu... L'Europe, c'est l'extrême ouest du continent eurasien dans son ensemble. Géographiquement, ça se tient de parler d'un continent eurasien plutôt que Europe d'un côté et Asie de l'autre. Mais effectivement, culturellement, on a plutôt un ensemble européen et un ensemble asiatique. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là puisque c'est pas forcément ce qui m'intéresse. En tout cas, quand il est question de confins occidentaux du continent eurasien, on comprend qu'il est question de l'Europe qui est juste ici. Et donc si il est question que la civilisation de l'industrie, s'il est question d'une civilisation de l'industrie, eh bien nous savons donc que la révolution industrielle commence en Angleterre au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et va se répandre dans toute l'Europe et dans le monde entier au cours du XIXe siècle. Voilà. Et donc, si cette civilisation de l'industrie qui va, entre guillemets, pour prendre les termes qu'on a vus, dominer le monde,
C'était répandu en quelques siècles dans le monde entier. C'est les mots qu'utilise Miyazaki. Et a connu son zénith 1000 ans plus tard. Donc si on part du principe que la civilisation de l'industrie naît en 1800 et que on a un zénith 1000 ans plus tard, donc c'est vers 2800. Donc l'apogée de cette civilisation de l'industrie, ce serait vers donc 2800. Donc les 7 jours de feu seraient apparus peut-être dans ces eaux-là aussi. Donc il est question d'une Europe, visiblement. Donc Nausicaa se passe dans un futur post-apocalyptique et donc est rattaché à notre monde, à nous. L'Europe industrielle qui, 1000 ans plus tard, est à son zénith et qui va périr par son propre gigantisme. D'ailleurs, gigantisme qui évoque beaucoup l'hubris. Alors attendez, faut que je retrouve... Voilà. En gros, ce dont il est question, et il faut savoir qu'en fait Miyazaki connaît la mythologie grecque. C'est dit dans la dernière page. Attendez, je vous la montre. Hop. Non, vu du dessus. Voilà. C'est dit à cette page-là. Là, il est question justement de Miyazaki qui connaît la mythologie grecque. Alors parfaitement, j'en sais rien, mais qui connaît en tout cas, qui est familier de la mythologie grecque et qui a choisi le nom de Nausicaa, pas au hasard. C'est justement, il sait très bien que Nausicaa est le nom d'un personnage de l'Odyssée. Donc voilà, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. D'ailleurs, j'en avais parlé de toute façon dans ma vidéo sur l'anime, de pourquoi le nom de Nausicaa. Donc moi, je vais essayer de rester sur ce que je n'ai pas forcément dit. Même si forcément, il va probablement y avoir des répétitions. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, l'oubris. L'oubris, hop. Dans les mythes grecs, on y tombe assez souvent. L'oubris, c'est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Donc elle désigne un comportement ou un sentiment violent, inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et de ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Et justement, celui qui faisait preuve d'hubris souvent était puni dans les croyances grecques, et là du coup on a une civilisation de l'industrie qui est punie de par sa démesure, donc on peut faire lien avec ce concept grec d'hubris. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Continuons. Parlons de la carte. La carte qui nous est proposée juste ici. Alors, elle a une orientation un peu particulière parce que vous voyez, le sud va par là-bas, hop, et le nord par là-bas. Essayons donc de l'orienter nord-sud, cette carte. Enfin, du mieux qu'on peut en tout cas. Je vais la tourner. Hop, alors ouais, si on veut la mettre du mieux qu'on peut nord-sud, ce serait un petit peu comme ça, disons. Le sud, après, bon, un peu comme ça, disons. Et moi, alors, c'est vraiment une théorie que j'avance, hein, comme je vous le dis à chaque fois, ça relève de mon interprétation et de mon analyse, et je vous invite à vous proposer votre propre interprétation. Mais posée comme ça, la carte, j'ai l'impression de voir la France, ici, en tout cas, ce qui ressemble à la France, là, éventuellement, l'équivalent de l'Espagne, et puis là-bas, le reste de l'Europe. Après, c'est moi qui avance ça, hein, mais regardez, si on fait une comparaison avec... hop, carte Europe, image, hop, on va mettre n'importe laquelle, celle-ci par exemple, voilà, si on prend cette carte, là, ici, alors, hop, si je remets... Alors, cam, vue du dessus. Là, on a l'impression, hein, c'est moi qui le dis, mais on a l'impression de voir la Bretagne juste ici. Donc là, on aurait les Pyrénées. Là-bas, on aurait plus ou moins les Alpes. Après, à voir si la topographie correspond. Et puis après, il faut imaginer que c'est des millénaires plus tard. Non, juste un millénaire plus tard, donc non. Il y aurait pas eu de grands changements topographiques en 1000 ans. Mais bref, voilà, c'était juste une théorie comme ça que je voulais avancer en passant, puisque la carte, si on la met dans ce sens-là, nous évoque un petit peu l'Europe. Alors, est-ce qu'on y est effectivement ou pas? Je peux pas l'affirmer, je voulais juste vous partager ça donc en ouvrant cette carte. Donc on va continuer, on va essayer de passer rapidement. Donc, alors, voyons voir. Donc, les premières pages de Nausicaa. Donc j'avais noté, page 4, il est question donc des omus. Les omus qui sont considérés comme donc, des insectes rois, et en fait, les omus, ils protègent la
la Fukai, la forêt toxique, la forêt d'une certaine manière. Et les Omu, moi, ils me font penser à peut-être une... J'en avais parlé dans ma vidéo sur Nausicaa, la vallée du vent sur l'anime. Les Omu sont peut-être des sortes de kami, des esprits de la forêt qui se sont incarnés en fait dans ces insectes vénérables qui sont d'ailleurs dotés d'une grande intelligence. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors après j'avais mis page 9, page 9, page 9. On a juste ici le cadavre d'un dieu géant guerrier. Dieu géant guerrier, donc, qui est une création de l'homme et qui s'est retourné contre l'homme parce qu'il s'est considéré comme le juge suprême de l'humanité. Donc, du coup, c'est eux qui sont à l'origine des 7 jours de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cadavre des dieux géants guerriers, page 15, page 18, oui, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. C'était la première fois qu'on voit, justement, là, le petit... Hop, juste ici, là, le renard écureuil. Est-ce que dans le folklore, eh bien, il est question d'un renard écureuil? Je sais pas. Là, on a les oiseaux chevaux, qui, moi, me faisaient penser à l'autruche préhistorique dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, apparemment, Miyazaki a dit qu'ils étaient inspirés des dodos. Ces créatures-là sont inspirées des dodos. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur l'anime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Page 9. Ah, si, page 9. J'ai oublié un truc. Je vais y retourner. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Attendez, faut que je... Alors, attendez. Là, juste ici, là. On a des Yanma royaux. Et ces Yanma, en fait, ce sont des sortes de libellules géantes. Et moi, ces libellules... Hop, si je laisse ça comme ça, éventuellement... Moi, ces libellules me font en fait penser au... Alors attendez, ça, l'écran, faut que je le mette comme ça. Libellules du Carbonifère. Alors, le Carbonifère, c'est une période préhistorique pendant laquelle il y avait des insectes gigantesques. Enfin, gigantesques. Beaucoup plus gros que les nôtres. Alors attendez, est-ce qu'il en est de question? Alors, je crois que... Je sais pas si c'est celui-ci. Oui, c'est cette libellule, je crois bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est dit sur cette libellule? Enfin, une sorte de libellule, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ayant l'aspect d'une libellule géante. Est-ce qu'il y a les mesures? Son envergure dépassait 70 cm. Sa longueur était d'environ 30 cm. Donc, par rapport à nos libellules à nous, il y a vraiment question d'insectes géants. Donc, je trouve que les insectes qu'on trouve dans la Fukai, eh bien, évoquent un petit peu les insectes du Carbonifère. Donc, peut-être une source d'inspiration de ce côté-là. Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo à ce propos. On va retourner sur... Non, c'est celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, page 19, il était question donc de la guerre, avec... il était question de guerre, de mobilisation, de l'empereur Wu. Il était question de l'âge de la céramique, page 20. Qu'est-ce que ça désigne, l'âge de la céramique? Est-ce qu'il y a une référence cachée derrière? Je vous délivre vraiment mes idées au fur et à mesure, hein. J'ai pas des réponses à tout. J'avais noté des choses comme par exemple que Nausicaa était la seule survivante d'une fratrie de 11 enfants. Est-ce que ça derrière, il y a une référence culturelle peut-être particulière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches complémentaires à ce propos. Page 24, c'est intéressant. Il est question là, elle est douée plus que je ne l'ai été pour ressentir par simple contact sur sa peau l'esprit du vent. Alors quand on sait que ce manga a été écrit donc par un japonais, eh bien quand il est question d'esprit du vent, eh bien on pense justement au kamikaze, donc l'esprit du vent. Hein. Un esprit, donc je pense que dans la version originale, je pense qu'il devait être écrit kamikaze à cet endroit-là, je le suppose en tout cas. Et donc kamikaze. Alors, kamikaze, c'est aussi le terme qui désigne, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais qui du coup se suicidaient en utilisant un avion et ils se crachaient, faisant exprès donc sur
sur les bateaux de la marine américaine. Et on les appelait les kamikazes, donc les esprits du vent, qui eux-mêmes faisaient référence aux kamikazes, un typhon qui aurait sauvé le Japon des invasions mongoles, c'est-à-dire qu'en fait les Mongols projetaient d'envahir le Japon, et là il y a eu une énorme tempête qui aurait détruit une partie de la marine mongole. Et donc du coup les Japonais auraient vu dans cela une intervention donc, du kamikaze, de l'esprit du vent qui les aurait sauvés. Donc voici une représentation de ce kamikaze. Donc là, quand il est question d'esprit du vent, kami en japonais, ça ne désigne pas forcément une divinité, en tout cas pas une divinité au sens où l'on l'entend, mais un esprit qui incarne un élément naturel, et notamment par exemple un élément du climat comme le vent. Donc là c'est intéressant je pense qu'il est question effectivement du kamikaze. Un kamikaze. Voilà. Juste, j'avais tiqué là-dessus. Je vais continuer. Ensuite, on a quoi? Sur notre feuille. Non, vu du dessus, faut que je le remette voilà, comme ça. Alors, voyons là. Alors, c'est un peu sombre, je suis désolé. Pourtant, il y a de l'éclairage de partout. Ça doit être le réglage de ma webcam qui doit pas être correct. Il faudrait que je change pour les prochaines vidéos, peut-être bien. Alors, page 24, il était question d'une alliance ancienne entre la vallée du vent et l'Empire Tolmec. Ok, d'ailleurs je m'interroge sur l'Empire Tolmec. On en reparlera un petit peu après, je pense. Mine de PJT, ancienne cité. Ah oui, les maîtres verts, ils m'avaient interpellé aussi, l'apparence des maîtres verts. C'était intéressant. Hop, on va avancer un petit peu donc dans notre manga. D'ailleurs, un manga qui est vraiment magnifique, qui fourmille de détails. Ah bah, on a bien fait. Remarquez, d'avancer. Juste là, vous voyez, vous avez donc des soldats de l'Empire Tolmec, si je me souviens bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces soldats sont vêtus d'armures. Et ces armures évoquent quand même les armures de l'Europe médiévale, avec des épées qui évoquent justement les épées de l'Europe médiévale. Et donc ça me fait penser que l'Empire Tolmec est l'héritier peut-être des civilisations de l'industrie et peut-être des civilisations européennes, justement. Donc peut-être un lien à chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La cité de PJT, page 69. Qu'est-ce qui est dit à ce propos? D'ailleurs, on voit un empire Tolmec qui réutilise visiblement une technologie qui est peut-être liée aux civilisations de l'industrie, hein, civilisations de l'industrie qui se sont éteintes, mais qui a laissé en héritage certains éléments technologiques. Donc là, on voit la bannière de l'Empire Tolmec avec le serpent bicéphale. Très intéressant. J'en avais parlé notamment dans ma vidéo sur l'anime. Je ne vais pas forcément revenir sur l'interprétation de ce serpent bicéphale, mais voilà. Vaisseau 200 ans. Ah, 78. Justement, vous savez, je vous parlais tout à l'heure du kamikaze, et là, il est question de quelque chose de particulier, je crois. Où est-ce que c'est? Alors, vent, ô vent de l'aurore, vent qui emporte nos enfants au loin, que nos cœurs accompagnent ton transport, et à leur retour de guerre, les guide sur le chemin. Voilà, il prie l'esprit du vent. C'est ce qui m'a fait penser qu'il était bien question de l'esprit du vent, au sens, j'ai envie de dire, que l'on peut retrouver dans les croyances japonaises sur les croyances aux kami. Donc les kami, ce sont des esprits, parfois qui relèvent de la divinité, mais disons des esprits qui sont vénérés, adorés, qui sont des esprits auxquels les Japonais adressent des prières. Et donc du coup, justement, j'avais pensé effectivement que là, il était question d'un esprit au sens vénérable du terme, tel qu'on le retrouve donc dans les croyances japonaises. Quoi d'autre? Esprit du vent. Donc là, vaisseau. Mer de la décomposition. Ah oui, intéressant ça. Page 86, 87. Donc la mer de la décomposition. Alors là, ils en parlent. Donc l'aspect extérieur, on pourrait imaginer que cette mer de la décomposition, eh bien, il s'agit en fait... il s'agit d'une punition, une sorte de punition
Les humains, avec la civilisation de l'industrie, ont pollué la planète et ils récoltent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire une planète totalement polluée. Mais en fait, on découvre que la mer de décomposition est ici pour purifier la planète, la mer de décomposition, est ici pour purifier la planète et non pas pour annihiler le genre humain. Donc ce qui peut faire penser que il y ait un accent qui est mis sur le côté de purification. Donc la mer de la décomposition est là pour purifier, et dans les croyances shintoïstes, justement, la purification eh bien, joue un rôle très important. Alors, le harae est une cérémonie shinto de purification par ablution et rite de repentance. Ils sont nécessaires aux fidèles shinto qui souhaiteraient aller prier au sanctuaire. On trouve aussi le nom de O-harae pour les rites les plus anciens pratiqués lors de cérémonies publiques. Il a donné lieu à de nombreux festivals. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que dans le shintoïsme, en tout cas dans les éléments de croyance qui sont liés au shintoïsme, eh bien on peut s'apercevoir que la purification tient une place importante, et justement là on a une planète totalement polluée mais qui en fait se purifie, donc peut-être cet héritage, peut-être une source d'inspiration qui est liée au shintoïsme pour cette mer de la décomposition qui purifie la planète. Nous ne nous reverrons sans doute plus de notre vivant. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi, parce que ce que je veux dire en fait à travers tout ça, c'est que le manga est imprégné d'une manière de penser qui n'est pas forcément la nôtre, notre manière de penser d'Européens, mais vraiment la manière de penser d'un Japonais, donc celle d'Hayao Miyazaki, et donc on retrouve justement des éléments liés au Shinto, et donc Shinto, Shintoïsme, hein, les deux termes sont synonymes, et donc on a la purification, on a autre chose aussi, nous ne nous reverrons sans doute plus de notre vivant. Alors ça c'est très intéressant parce que si ça suppose, alors, je sais pas, c'est page 87. Où est-ce que... Là. Mince, faut que je remette cam plein. Non, vue du dessus. Juste ici, là dans cette bulle, nous ne nous reverrons plus, sans doute plus de notre vivant. C'est intéressant parce que du coup cela suppose peut-être une vie après la mort, un monde, un au-delà donc, ou peut-être un principe de réincarnation. Et là encore, c'est typique donc de la pensée japonaise, j'ai envie de dire. En Europe, on ne croit pas à la réincarnation, enfin pas des masses, disons, hein, c'est pas forcément lié à notre culture, mais là on aurait peut-être une référence à cela, donc ce qui indique comment dire, le cadre, le contexte culturel dans lequel ce manga a été produit. Alors quoi d'autre? Des morts, ou plutôt des victimes vivantes sautant d'un vaisseau pour échapper aux flammes, dont des enfants. Ah oui, ça m'avait marqué, c'était page 99. Je me souviens. Là, il y a un vaisseau qui brûle, en fait, qui est attaqué. Je me souviens plus exactement dans quel contexte. Et là, on voit des corps qui sautent pour échapper aux flammes, pour échapper aux explosions, qui sautent du vaisseau. Et là, il y a même des enfants camponnés les uns aux autres, et ça m'avait comment dire, ça m'avait touché, ça m'avait ému, disons, vraiment, c'est un manga qui est prenant, et j'ai l'impression que Miyazaki, il veut nous montrer les horreurs de la guerre et les dénoncer. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs dans les animes de Miyazaki, notamment dans son manga. Il veut dénoncer l'horreur de la guerre, et c'est d'autant plus vrai que... Hop, alors attendez. Là. Miyazaki. Quand est-ce qu'il est né déjà, Miyazaki? Commence à dater un peu. Miyazaki, et justement, il est né... Voilà, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale. De mémoire, il me semble que son père travaillait dans une entreprise qui produisait des avions de guerre, donc avions qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, de mémoire. Et je pense que du coup, il a en héritage ce lien avec la guerre qui a traumatisé le monde entier, et le Japon notamment, les bombardements successifs, Hiroshima, Nagasaki, etc. Et dans son manga, justement, il dénonce cette guerre, cette violence qui n'épargne personne, même pas les enfants. Alors attendez, je tâtonne à chaque fois pour retrouver les bonnes images. Et donc justement, là c'est pas gratuit si il est question, il y a même des enfants cramponnés les uns aux autres qui tombent. C'est justement pour montrer cette horreur-là. L'innocence qui est massacrée.
Quoi d'autre? Mais alors, j'avais noté quoi d'autre? On en est où là? On en est où? On est presque à la fin de ce que je voulais vous montrer. Alors, Nausicaa. Ah oui, un pouvoir télépathie, page 100-101. Effectivement, ça m'avait marqué. Communication possible avec les Omu. Et j'avais apprécié une discussion notamment avec les Omu. Donc, Omu qui sont des créatures intelligentes, comme je vous disais, douées de conscience, etc. Et c'est où? C'est là. Alors, juste petit être, notre espèce se connaît depuis très longtemps. Car dans notre espèce, l'individu est le tout, et le tout, l'individu. Et nous transmettons nos pensées par-delà le temps et l'espace. Donc, vraisemblablement, pour les Omu, le passé, le présent et le futur sont liés, et ils transmettent leurs pensées à travers le passé, le présent et le futur. Et donc, les connaissances du passé peuvent aller au futur, et les connaissances du futur au passé. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce que je l'avais trouvé vraiment pertinent? Et c'est là où les mangas sont une littérature, une vraie littérature, riche, profonde, profonde, une littérature profonde. Les mangas, c'est vraiment, parfois j'ai l'impression par moments sous-coté en fait, alors que c'est ultra riche et c'est une vraie littérature, une littérature au sens propre. La littérature de, voilà, c'est des chefs-d'œuvre quoi. Après, comme dans tout, hein, il y a des romans qui sont des romans ou de la littérature entre guillemets plus conventionnelle qu'on va pas aimer, puis il y a des romans qu'on va aimer quoi. Et ben là c'est pareil pour les mangas, il y a des mangas riches et profonds et ultra philosophiques, et puis il y a des mangas qui sont un petit peu moins, qu'on appréciera un petit peu moins, mais pour moi, je fais une petite parenthèse là-dessus, les mangas c'est quelque chose d'ultra riche, c'est-à-dire que j'ai lu les littératures classiques, j'ai beaucoup aimé Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, etc. Et je trouve la même substance en fait quand je lis Naruto, quand je lis One Piece, quand je lis l'Attaque des Titans par exemple, ou bien quand je lis Nausicaa de la Vallée du Vent. Il y a un côté philosophique qui imprègne les mangas dont je viens de parler. Bref, je ferme la parenthèse, on pourra en reparler dans notre vidéo éventuellement. Et donc, moi, la phrase qui m'a fait réfléchir, c'est l'individu et le tout, l'individu. Je crois que je vais même pas essayer d'expliquer cette phrase, juste réfléchissez dessus. Quelle application on pourrait en faire avec l'humanité? Alors, page 123, il est question de la mer de Nausicaa, mais pourquoi ai-je noté ça? Ah oui, on voit la maman de Nausicaa. Attends, page 123? Ah oui, elle est juste ici, là. La maman de Nausicaa, mais pourquoi l'ai-je noté? Je me souviens plus nécessairement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il va être question d'Asbel, page 125, juste ici. Ok, et il est justement question du processus de purification dans ces pages. Donc là, c'est des éléments qu'on a pu voir déjà dans l'anime. Bon, j'en avais probablement un petit peu déjà parlé dans la vidéo qui est consacrée à l'anime, mais ce que je pourrais faire, c'est une vidéo sur chaque tome, pardon, et essayer donc d'analyser du mieux que je peux ce que je vais trouver. Et notamment, ce qui n'est pas présent dans l'anime, c'est le peuple d'orques, qui revêt pourtant une importance capitale dans le manga, mais qui n'est pas du tout présent dans l'anime. Donc l'anime est vraiment tronqué par rapport à l'histoire originale. Alors attendez, qu'est-ce que... Ouais, si je peux mettre ça éventuellement. Et donc justement, si vous avez aimé l'anime, lisez le manga. Il est en 7 tomes, c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment formidable. Et justement, on aura plus d'éléments sur l'Empire Tolmec, sur les Dorks qui n'existent tout simplement pas dans l'anime, et c'est fort dommageable. Et si je voulais vous montrer, hop. Là, sur ces pages, il y a des choses vraiment intéressantes. Là, si vous avez la chance de mettre la main sur ce manga, et justement, donc, Miyazaki s'exprime, et c'est ce que je vous disais, il connaît la mythologie grecque, l'Odyssée, Ulysse, Nausicaa, etc. Et donc, quand j'avançais la théorie comme quoi Nausicaa était inspiré vraiment du personnage de l'Odyssée, ben oui, en fait, Miyazaki le dit lui-même. Et
Et quoi d'autre? Il est question aussi de, apparemment, Nausicaa, la vallée du vent est inspiré du, je l'ai noté juste là, Konjaku Monogatari, donc la princesse qui aimait les insectes. Ou en tout cas, en partie, il y a un lien avec ça. C'est dit également dans cette page-là. Voilà, alors on va taper quand même par acquis de conscience Konjaku Monogatari. Voilà. Et on va voir si on a des éléments. Konjaku Monogatari. Konjaku. Attendez, je vais ouvrir plusieurs parce qu'à chaque fois il y a le mot chou qui vient juste après. Alors, recueil d'anecdotes de la dernière partie de l'époque de Heian. Il est composé de 31 chapitres dont 3 sont perdus, 2 incomplets. Chaque histoire commence par la formule Imawa Mukashi. C'est maintenant du passé. Celle-ci a été reprise de façon abrégée en prononciation sino-japonaise sous la forme de Konjaku dans le titre donné à l'ouvrage, qui ne paraît pas être un titre d'origine. Ça parle pas de ce qu'on... Chaque histoire de la collection s'ouvre sur la formule OK. C'est pour ça que cette formule a été choisie parce qu'elle exprime parfaitement l'idée, cœur du bouddhisme, d'impermanence, le présent insaisissable car à peine émerge-t-il du futur, voici qu'il bascule dans le passé. Ouais, écoutez, j'arrive pas à trouver donc... Ah, non. Konjaku Monogatari. Alors peut-être qu'effectivement il appartient à ce recueil-là, l'histoire de la princesse qui aimait les insectes. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà, en tout cas pour ce que j'avais à vous dire sur le premier tome. Alors attendez que je le remette en plein écran, où est-ce que c'est? Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le premier tome de Nausicaa, la vallée du vent. J'ai essayé de faire au mieux, c'est pas forcément évident, même en faisant des petites recherches comme ça à côté au fur et à mesure, eh bien il y a des éléments qui restent quand même mystérieux, et je n'ai pas les réponses à tout, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, les découvertes que vous avez fait, ou bien éventuellement... faites des recherches vous aussi et partagez-moi les résultats de vos recherches donc en commentaire. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que je voulais faire une petite vidéo sur Nausicaa, sur les mangas Nausicaa, la vallée du vent. Donc là, j'ai fait le premier tome et je pense que je ferai les 6 autres tomes donc quand j'aurai un moment. Mais voilà déjà pour commencer sur le premier tome ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. J'espère que vous serez là pour continuer à me suivre. Et puis, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, c'était le rôle d'histoire pour vous servir.